Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui vidéo pour discuter un petit peu du réchauffement d'origine anthropologique, vous donner un petit peu ma position et ce que j'en passe, on verra aussi s'il y a consensus sur ce sujet. Avant de commencer la vidéo, bonjour et bienvenue à tous les nouveaux arrivants qui se sont abonnés, je crois que vous êtes plus de 7 ou 8 par rapport à la dernière vidéo, Professeur Raoult et climato-réaliste. Pardon, donc ça me fait plaisir parce que c'est une chaîne donc sans prétention et qui est effectuée en toute modestie, donc sans montage, sans artifice, et donc, artisanal comme j'aime bien souvent le dire, et surtout avec du matériel cassé, un téléphone que je suis obligé de tourner, de mettre à l'envers, de me filmer avec la lunette arrière, parce que la lunette avant est cassée. Donc c'est pas que je suis pauvre, hein, c'est pas ça, c'est que bon, c'est vrai que pour l'instant j'ai pas mis de moyens, je suis pas youtubeur, ni je me considère pas ni comme youtubeur, ni encore moins youtubeur quoi que ce soit, professionnel, tout ça, donc peut-être qu'un jour je mettrai un peu plus de moyens, mais c'est pas mon activité ni première ni seconde. C'est juste pour moi un prétexte pour vous parler du climat, hein. Donc c'est une passion que j'ai depuis petit. Initialement, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est orage, tornade, les ouragans, pourquoi est-ce qu'il fait beau à tel endroit, pourquoi est-ce qu'il pleut à un autre endroit, etc. Donc la climatologie, la météorologie dans son ensemble en tant que science dure. La problématique qu'on a un petit peu maintenant, depuis maintenant une trentaine d'années, c'est que on utilise la climatologie, on l'instrumentalise. On voit très bien que c'est pas anodin, c'est un ministère de la transition écologique et à travers des institutions et différents organismes maintenant, c'est utilisé pour nous expliquer qu'il faut en avoir peur et pour légitimer, en créant une dette psychologique chez les gens, hein, pour légitimer le fait qu'il faut adhérer à telle ou telle énergie verte, alors que des fois, ces énergies vertes sont catastrophiques, comme l'éolien, en fait, qui est une catastrophe pour différentes raisons. Pollution due à leur socle en béton, pollution pour les matériaux qui sont utilisés à l'intérieur, comme les terres rares, qui répandent de la pollution à l'extraction et aussi à la destruction, parce qu'il y a une durée de vie limitée pour des énergies qui sont en plus parfois plus coûteuses que d'autres énergies qui sont décriées. Mais bon, en tout cas, ça sert bien aux industriels. Et voilà, c'est un petit peu dommage qu'on utilise, qu'on parle que de climat juste pour l'utiliser à travers le CO2 en faisant passer différentes taxes comme la fameuse taxe carbone qu'on met de plus en plus partout et personne ne peut se rebeller par rapport à ça parce que bon, celui qui dit que non, que peut-être qu'il y a d'autres moyens de faire, ben, il va, maintenant vu qu'on a mis ça dans un peu toute la tête de la plupart des personnes, c'est un petit peu compliqué. Enfin bon, la parenthèse étant faite, par rapport à la dernière vidéo, donc j'ai eu la réaction d'un monsieur assez, comment je pourrais dire ça, énergétique, bon, qui dit que ma chaîne ne mérite pas d'être vue, qui va pas s'abonner, qui va disliker, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait à son honneur. Il s'estime investi d'une mission en expliquant, en disant qu'il veut informer les gens de ne pas écouter ce que je dis. Bon, il a le droit aussi, pourquoi pas. Après, il dit bon, que je suis, s'il est dit conspirationniste, bon, ça c'est plus, on va dire, de l'ordre du jugement de valeur et c'est un peu plus accusatoire et diffamatoire. Donc, bon, ça c'est moyen. Bon, peut-être qu'il regardera parce qu'il veut pas s'abonner, mais il veut bien regarder. Moi, je comprends pas trop l'utilité pour une chaîne, comme il a dit, qui a peu de visibilité. Je vois pas trop le truc, mais bon, peu importe. Et voilà, donc moi j'aime bien le débat contradictoire et tout, hein, quand c'est effectué avec un peu de la bienséance, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Et une autre personne est venue me voir, m'a retrouvé sur Instagram, elle m'a dit ah, je suis tombé sur une de tes vidéos par hasard, je suis content d'être rassuré qu'on ne va pas tous mourir en 2040. Alors effectivement, on ne va pas tous mourir en 2040, en tous les cas, ce ne sera pas à cause du climat. Après, je ne suis pas devin, je ne vois pas dans les boules de voyance, mais bon, c'est vrai que, à part cataclysme, par exemple, comme ce qui est arrivé pendant un temps, quand il y a eu la disparition de nos grands dinosaures, météorites qui tombent, qui éjectent plein de particules en suspension dans l'atmosphère, un petit peu partout sur la planète, qui freinent la photosynthèse, donc les plantes meurent par manque de photons, manque d'alimentation, enfin manque de luminosité, puis de froid, donc les animaux, les grands animaux très énergivores aussi meurent de froid, et puis, ou surtout de faim d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus de nourriture, donc ce qui a permis l'émergence des petits animaux comme les mammifères et les rongeurs, et donc, la vie est repartie, donc la planète se remet toujours, en tout cas c'est toujours remis, même des plus grandes catastrophes. Donc nous les êtres humains, nous ne décidons pas de tout et nous ne maîtrisons pas tout. Voilà. Donc, voilà. Parenthèse étant faite, l'idée c'était de parler surtout du climat. Alors, est-ce qu'il y a un réchauffement climatique? Oui, depuis les années 1870, dans la littérature scientifique, on trouve un consensus, bien sûr. Hein. Donc, il y a un réchauffement climatique, personne ne le remet vraiment en cause. Hein. Après, là où on peut beaucoup plus discuter, c'est sur ce réchauffement climatique. Donc,
1 degré, maintenant 1 degré 1, 1 degré 2 depuis les années 1870. Alors, plusieurs discussions. La première, c'est par rapport à ces années 1870, sachant qu'on se remet d'un petit âge glaciaire et qu'avant ça, sans qu'il y ait toutes ces histoires de CO2, des voitures, tout ça, on avait déjà eu l'optimum médiatique médiéval dans les années 1500. Où les températures étaient sensiblement au niveau de maintenant, peut-être un peu plus chaudes. Bon, ça aussi, ça, on n'était pas là pour le savoir, on n'avait pas les relevés. Ce sont des estimations qui sont faites à l'époque. Donc c'est compliqué, mais voilà, là, ça a fluctué. Bon, ça fluctue toujours et ça a même un petit peu fluctué au cours de temps très très réduit, parce que 500, 600 ans en climatologie, c'est vraiment peanuts. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc 1870, on n'avait quasiment aucune station météo, les plus anciennes ont 135-40 ans. Donc pareil, au niveau des relevés, on était quand même assez limité. Entre-temps, le matériel a changé, donc le matériel est devenu plus précis, plus pointu. Donc on a un maillage au niveau des stations météo qui est beaucoup plus important ne serait-ce même que 50 ans. Donc faire des comparaisons, c'est un petit peu compliqué. Et il ne faut pas oublier que les terres émergées représentent 30% de la surface du globe terrestre. Donc pareil, avoir une idée des températures moyennes sur les océans, c'est compliqué. Même si depuis l'ère satellitaire, on arrive à avoir une idée globale, c'est une idée, c'est absolument pas un chiffre qui est, je ne sais même pas comment je pourrais le signifier, mais ce sont des calculs, ce sont des relevés qui sont satellitaires en fait. Il n'y a pas des stations partout pour nous dire vraiment les océans ils sont comme ça, ils sont réchauffés, refroidis. En plus, quand on connaît un petit peu comment ça marche les océans avec les courants qui évoluent aussi en fonction du climat, en fonction de la salinité des eaux, donc c'est un phénomène très très complexe, multifactoriel, qui font que on peut discuter, que même dans la communauté scientifique ça se discute, bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un dernier point qui est relevé, c'est cette histoire de station aussi qui ont changé un petit peu de terrain entre-temps. Une station qui date des années 50, qui était en milieu rural par exemple, qui s'est retrouvée petit à petit absorbée par les villes, parce que pas mal de villes ont grossi entre-temps, se sont étendues. Donc on se retrouve avec un comparatif de relevés qui a un biais au niveau de ces relevés, parce que justement, lorsque vous basculez un milieu urbain, le bitume, comment on appelle ça, l'albédo, donc le pouvoir d'emmagasinement de la chaleur du béton et des infrastructures mobilières, en tout cas de la ville, fait que vous avez une petite augmentation des températures moyennes. Alors pas sur la température maximale, mais sur la température minimale, mais quand on fait la moyenne des deux, ça nous donne un biais qui peut aller jusqu'à plus d'un demi-degré, voire un petit peu plus dans les hypercentres. Donc tout ça, si on le retranche à ce fameux degré, c'est sujet quand même à discussion. On ne revient pas sur le consensus, c'est juste pour vous expliquer que tout chiffre doit toujours être discutable. Ensuite, l'origine anthropologique. Alors là aussi, il n'y a pas de consensus, elle est largement discutable. En fait, c'est pas l'histoire de dire qu'il n'y a pas plus de CO2 qu'en 1870. Alors, par rapport au relevé ci, on est passé à peu près d'un peu moins aux alentours de 300 particules par million à 400 particules par million, à peu près sans doute par la main de l'homme, même s'il y a des choses qu'on maîtrise un peu moins. Par exemple, quand il fait plus chaud, les océans rejettent du CO2, un phénomène de dégazage. Quand il fait plus froid, quand les océans se refroidissent, ils le dissolvent. C'est un phénomène El Niño, La Niña, sans parler de changement climatique. En fonction d'eux, on a des fluctuations de CO2. Quand il y a El Niño, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère parce que les courants marins sont plus chauds, et inversement pour La Niña. Donc tout ça fait que c'est assez complexe. Et le CO2, il ne faut pas oublier que c'est 3% environ des gaz à effet de serre. Et par exemple, vous prenez la vapeur d'eau, 95% des gaz à effet de serre. Donc là aussi, il faut parler de ce comparatif-là, surtout quand on s'intéresse aux bandes d'absorption des infrarouges thermiques des CO2. Donc grosso modo, ce qu'on appelle l'effet de serre. On voit que la vapeur d'eau, par rapport à ces bandes d'absorption, au niveau en micromètres, elle reprend pas mal les bandes d'absorption du CO2. Donc pareil. Est-ce que le CO2, au bout d'un moment, qu'il augmente ou qu'il n'augmente pas, de toute façon, on va considérer qu'il est au niveau de ses bandes d'absorption infrarouge thermique, de l'effet de serre, il est déjà saturé, enfin il sature déjà, il ne pourra pas faire plus. Donc tout ça, ce sont des discussions qui existent dans le monde scientifique. Donc à partir de là, oui, le CO2 fait partie des gaz à effet de serre. Après, savoir vraiment comment il se comporte par rapport aux autres gaz à effet de serre, sa place, on la connaît par exemple par rapport à la vapeur d'eau. La vapeur d'eau qui est le principal gaz à effet de serre, elle est vraiment minime. Et surtout, c'est pareil par rapport à savoir vraiment son effet par rapport aux températures, c'est assez complexe. Donc de prendre le CO2 comme seul déterminant dans les différents modèles mathématiques qui veulent absolument parler de catastrophisme, c'est un petit peu, à mon avis, de mon sens, par rapport à mon analyse et ma vision, c'est un petit peu de la manip.
voilà, de la manip, parce qu'encore une fois, pour reparler du GIEC, parce que ce monsieur-là me disait, oui, mais toi tu n'aimes pas le GIEC, bon, peu importe, je m'en fiche en fait du GIEC, je dis juste que c'est un organisme politique, et quand c'est un organisme politique, c'est forcément, il y a des idées derrière, sinon la politique ne s'en mêle pas quand elle n'est pas intéressée, donc on a tout intérêt à se servir de ce CO2 pour le bannir, pour le taxer, pour faire passer parler d'autres énergies, mais ces énergies, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'elles nécessitent des investissements, des nouvelles industries, etc. Et tout ça, ça rapporte beaucoup d'argent. Voilà, je crois que je vous ai à peu près dit mon avis. Donc pour moi, oui, il y a le climat s'est un petit peu réchauffé. Oui, bon, ça fluctue toujours. Il s'est réchauffé comme il était par exemple beaucoup plus chaud il y a quelques dizaines de millions d'années ou même quelques milliers d'années par rapport aux fluctuations qu'il a tout le temps, donc c'est absolument pas un problème. Qu'il se réchauffe, ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe, c'est surtout ça le point qui est important, c'est pas parce qu'il fait plus chaud que c'est une catastrophe. Et on a eu des périodes beaucoup plus froides qui correspondent à des moments donnés où l'eau était beaucoup plus basse, enfin, le niveau des océans, c'est ce qui a permis par exemple le passage de population au niveau du détroit de Bering, donc les Mongoloïdes qui sont allés coloniser toutes les Amériques il y a environ 40 000 années. Parce que c'était une période glaciaire, il faisait plus froid, donc l'eau s'est abaissée, donc le détroit de Bering 80 mètres de profondeur, à peu près 60-80 mètres. Les eaux à l'époque étaient 130 mètres plus bas, ça je parle pas d'il y a 10 000 ans, enfin d'il y a 10 millions d'années, je parle d'il y a 40 000 ans, donc on est quand même sur des temps géologiques relativement courts. Donc depuis, les océans ont remonté de 130 mètres sans l'intervention de l'homme. Voilà, tout ça on le connaît. Et pour tout ça, pour vous dire que le climat fluctue toujours en fonction du volcanisme. Plus il y a du volcanisme, donc plus ça rejette de CO2 dans l'atmosphère. Et en plus ça a tendance à refroidir le climat. Par contre, cette fois-ci, parce que ça éjecte des particules dans l'atmosphère qui freinent la diffusion des rayons du soleil sur la planète, en fonction de l'activité solaire, un soleil en forme ou pas en forme, les cycles solaires, en fonction de l'ellipse de la Terre par rapport au soleil qui est cyclique et qui change de temps en temps un petit peu. Donc ça va influer aussi par rapport à l'énergie en calories. Voilà, ça a coupé comme d'hab, j'ai toujours des soucis pas de batterie mais de stockage des données dans ce téléphone, donc c'est génial. Donc je pense que, bon, je sais plus exactement ce que je disais, mais vous avez compris ma position. Oui, le climat fluctue toujours, il a toujours fluctué, il le fera toujours, avec pas mal de phénomènes un petit peu qui nous dépassent. La main de l'homme, elle est un peu light finalement dans ce climat. Il n'y a pas de consensus. Quand je dis qu'elle est un peu light, c'est que le CO2 c'est 0,03%, enfin 0,04% pardon, des gaz, 3% des gaz à effet de serre par rapport à la vapeur d'eau qui représente 95%. Il y a débat aussi sur est-ce que c'est lui qui est tellement efficient sur l'effet de serre ou est-ce qu'il augmente juste par exemple justement quand il fait un peu plus chaud parce que les océans dégazent, donc on connaît très mal des gaz quand ils sont plus chauds, ils déstockent un petit peu leur stock en CO2. On connaît très mal ces relations de puits de CO2 que sont les océans, la biomasse végétale et l'atmosphère, les relations qu'il y a entre les trois. Donc on connaît encore plus mal les effets de l'homme. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est très largement instrumentalisé, et ça, même si vous ne le verrez pas peut-être dans le Figaro ou le Monde, il y a d'autres manières de s'informer. Il faut lire aussi les revues de presse scientifiques, même si c'est en anglais, il faut lire les différentes parutions des différents scientifiques, Dr. Roy Spencer. Il faut savoir que, par exemple, Michael Mann, qui fait sa fameuse courbe en crosse de hockey, qui en gros amoindrit les températures avant l'ère pré-industrielle, il fait exploser à partir de l'ère pré-industrielle. Il a été poursuivi en procès pour l'utilisation comment je peux dire ça, des maths de manière un petit peu trompeuse, de modèles mathématiques qu'il n'a pas su démontrer. Pareil, là je finis avec ça, mais bon, c'est juste anecdotique. J'ai un livre, donc un livre c'est Gunther, je sais pas si vous voyez, Gunther Déroth et Alain Gillot-Pétré, donc deux grands météorologues, qui datent du coup des années 96. J'aime bien ces phrases. L'homme manque d'humilité devant le spectacle du ciel, tant de phénomènes demeurent inexpliqués, il faut le garder à l'esprit au lieu de partir dans tout catastrophisme tout le temps. Ce livre montre bien les forces que joue la nature et qui échappent à notre entendement, effectivement. Quand l'homme bute sur une difficulté, il se trouve toujours quelques personnes qui, sous couvert de science, prétendent en savoir plus que toutes les autres réunies et se risquent à des prévisions si lointaines que tout le monde les a oubliées quand le contraire se produit. Oui, souvent on nous dit qu'il va se passer ça. On nous a dit qu'en 2020, Al Gore nous a dit qu'en 2020, Manhattan serait sous les eaux. Ça n'est jamais arrivé. Ça arrivera peut-être un jour parce que les eaux, comme je vous ai dit, le niveau des eaux il fluctue très fortement. Mais là, pour prévision, à chaque fois qu'on nous annonce catastrophique, pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais ça pourrait arriver, oui, bien sûr. Et
il précise bien qu'il est impossible d'avoir de certitude au sujet de l'évolution du temps. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais ça pour dire que non, il n'y a pas de consensus. Le consensus, il est créé, oui. Bon, décidément, ça recoupe, donc je vais conclure. Je disais oui, pas de consensus. Consensus, oui, il existe à la télé, dans les médias, etc. Mais dans la discussion scientifique, il n'y en a pas. De toute façon, il n'y en a jamais. Sinon, ce n'est plus de la science, c'est, je sais pas moi, une doctrine, une religion, une croyance. Donc, la science perd toute sa substance. Donc, c'est plus très intéressant. Et donc, vous aurez bien compris ma position. Hein, c'est ce qui était important. Donc, oui, réchauffement climatique, oui, de toute façon, le climat n'est fait qu'évoluer. Il n'y a pas de bon réglage. Et après, la part de l'homme, bon, ben, par rapport un peu aux données que je vous ai transcrites, ben, peut-être quand même lui accorder l'importance qui doit être accordée. Donc, je vous ai donné les chiffres avant et pas penser que le climat est juste la cause du CO2. Il y a plein d'autres facteurs qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus sérieux. Voilà, puis aussi par exemple la pétition de l'Oregon, le manifeste de l'Oregon, je crois 25 000 peut-être scientifiques, en tout cas 9 000 doctorants signataires de la pétition de l'Oregon. Alors, c'est pas qu'ils sont contre non plus un réchauffement climatique, ils sont contre l'alarmisme qui en est fait et les conclusions qui en sont tirées. Alors, il faut bien, je vais revenir en dernière fois, mais le GIEC, c'est un organisme qui sert à des décideurs pour des prises de décision industrielles et autres. Ça part du principe, c'est pas un débat scientifique, ça part déjà du principe qu'il y a un réchauffement climatique, donc oui, ok, et surtout que ça va être une catastrophe si on fait rien. Voilà toute l'idéologie du GIEC. Et donc je vous ai dit, ce monsieur me disait, oui, ce manifeste de l'Oregon, c'est une pétition douteuse. Oui, peut-être. Mais en tout cas, il y a 9000 doctorants qui l'ont signé. Mais ça, on ne peut pas le nier. Et il ne faut pas nier toutes ces choses-là qui existent. Voilà. À bientôt. Salut, ciao, bonsoir et bisous.